Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour, merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques, Carrefour d'analyse, dans son énième numéro. En ce jour, nous allons évidemment effleurer la lanterne des téléspectateurs sur différentes questions d'actualité avec des invités qui sont déjà avec nous sur ce plateau. La première question, c'est évidemment une question qui concerne le démembrement de la République démocratique du Congo. On va évidemment nous atteler sur le cas de la province du Katanga en 4 provinces, les défis de développement de nouvelles provinces, les 4 bien entendu. On va aussi revenir sur les récentes déclarations du représentant du secrétaire général des Nations Unies RDC, M. Martin Kobler, qui avait récemment séjourné à Lubumbashi. Il a eu le temps de donner la position des Nations Unies sur le respect du calendrier électoral en RDC, mais également sur le dialogue politique dans notre pays. Voilà le gros de ce magazine que nous avons le réel plaisir de vous présenter. Pour décrypter ces informations, nous avons fait appel à 2 invités. La majorité, c'est M. John Numbi Jesse, qui est de l'ECT, qui nous fait l'honneur d'être avec nous dans ce magazine. M. Jesse, bienvenue. Merci, merci M. José, merci à tous les spectateurs qui nous suivent. Bien, l'opposition, c'est M. Adelar Koufi. M. Adelar, merci de nous honorer. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous, José. Merci également à tous les téléspectateurs. Et surtout à mon jeune frère Jesse, qui m'a manqué il y a longtemps. Merci. Ce talent dont j'ai toujours eu une vive admiration. Merci beaucoup. Monsieur Koufi qui revient, pas dans sa peau d'antan, mais comme acteur politique de l'opposition, c'est ça? Tout à fait. C'est le cas de le dire. Après notre démission, évidemment, de l'UFC, que l'opposition reste maintenue, mais comme l'opposition c'est un état d'esprit, nous pensons évoluer toujours dans ce cadre. Bien, c'est avec vous que l'on va débuter ce magazine. La première question concerne le démembrement. En fait, toutes les autres étapes étant déjà évoluées, la question actuellement, c'est que comment envisager le devenir des futures provinces, de 4 provinces du Katanga? Merci beaucoup pour la question, la pertinence de votre question pratiquement. Je crois que là, une telle question me renvoie déjà au défi à relever pratiquement. Il faut du sérieux dans tout ce que nous sommes appelés à faire. Vous savez, le processus ici de démembrement a atteint son point final pratiquement aujourd'hui. Pourtant, c'est une histoire qui a été conçue bien avant. La constitution de la République démocratique du Congo nous avait déjà donné l'occasion, nous avait ouvert déjà à cet état de choses. Malheureusement, rien n'avait été fait à l'époque, mais les choses se passent aujourd'hui, où ce processus se passe vraiment à la sauvette. C'est ce que nous sommes en train de regretter, du moins. Puisque lorsque ça veut dire d'une manière précipitée. D'une manière précipitée, avec risque d'accoucher vraiment d'une bornesse si on ne joue pas serré pratiquement. Donc, pratiquement, moi je mets l'accent, beaucoup plus l'accent sur l'homme d'abord. L'homme lui-même en tant qu'acteur numéro 1 du développement. Je crois que c'est surtout sur l'homme que nous devons beaucoup plus miser pour que ce processus puisse devenir une réalité et que ça puisse vraiment nous conduire au développement comme nous le voulons ou comme nous le voulions tout ce temps ici. Vous savez, aussi longtemps que l'homme n'arrive pas à changer, c'est le même homme, puisque décentraliser, c'est les choses. On peut découper aujourd'hui, mais sans décentraliser. Vous comprenez? On peut découper aujourd'hui, mais la situation reste la même. Là où il y avait, par exemple, la dépendance toujours de Kinshasa. Là où il y avait 4 difficultés, disons, il y avait une difficulté, je parle de la province du Katanga, nous risquons d'avoir maintenant 4 difficultés. Donc, rien n'a changé de ces côtés-là. Au contraire, ce sont les nombres de difficultés qui ont essayé maintenant d'augmenter pratiquement. Je veux, pour la petite histoire, vous donner par exemple, je vous donne un exemple. Nous sommes en 2006. En 2006, on avait donc l'opposition, d'une manière générale, avait réussi à rafler au moins 12 postes. C'est que les gens semblent ignorer aujourd'hui. 12 postes à l'Assemblée du Katanga, ici, à l'Assemblée provinciale. Quelques temps après, ces compatriotes-là de l'opposition ont décidé de ne plus, tous ensemble, de ne plus évoluer sous le label de l'opposition. Ils se sont mués maintenant aux gens en majorité. Vous comprenez? Les gens semblent ignorer cette histoire, cet état de choses.
Et en tout cela, si vous cherchez à connaître le pourquoi, on vous dira tout simplement que c'est au nom de la katanganité. Ces gens-là n'avaient pas de raison de pouvoir évoluer dans l'opposition. Il fallait absolument venir ranger comme le président Kabila, évidemment, avec celui qui est à la tête du régime pratiquement. Il fallait soutenir le régime kabiliste et la katanganité ainsi que le mandat en question. Ça faisait au moins deux réalités indissociablement liées comme les deux facettes d'un papier carbone. On voit très mal comment un Katangais pouvait évoluer dans l'opposition. Vous voyez, avec un tel esprit, si réellement c'est cela, on s'offre le luxe d'évoluer sur cette lancée-là. Cela peut influer même le processus de démembrement. Ça va influer même au niveau. À ce moment-là, on va fabriquer des petits rois télé seulement au niveau maintenant des autres provinces qu'on venait de créer. D'accord. Rapidement, on va revenir à vous. Et tout à fait, puisqu'il y en a beaucoup. Donc, parlant même de moyens, rapidement, ça c'est sur le plan l'homme lui-même, en tant qu'animateur numéro 1, moteur du développement. Parlons un peu, effleurons rapidement un peu l'aspect relatif aux moyens. Puisqu'il faut des moyens, il faut des moyens. Aujourd'hui, si vous avez suivi le discours du président de l'Assemblée provinciale, M. Antoine Gabriel Kyungwa-Koumanza, les jours qui devait déjà faire son dernier discours pour consacrer la répartition, disons la disparition, si vous voulez, de la province de Katanga unie, qu'est-ce qu'il a dit? Il est allé un peu tout droit au but, en touchant même les montants colossaux que le gouvernement central doit à la province du Katanga. Ça signifie quoi? Ça signifie que les animateurs de ce régime n'ont pas joué indubitablement leur rôle. C'est-à-dire, ils étaient là au lieu de jouer. D'abord, la Constitution nous parlait de la rétrocession de 40%, alors que la Constitution nous parle de la retenue à la source de 40%. On va revenir à vous, M. Adela. On va revenir à vous. Ça fait que nous puissions nous demander d'abord l'introduction. On va revenir à vous, M. Dessay. Vous avez suivi votre co-débatteur. Finalement, quel doit être le devenir de future province du Katanga? Le devenir doit être radieux. Ça, c'est tout à fait le vœu de tout un Congolais et de tout politique. Vous savez, lorsque on n'a pas de vision du bien-être du peuple congolais, on n'est pas appelé à faire de la politique. On est appelé à faire de la politique parce que lorsqu'on a une vision et lorsqu'on vise le bien-être. C'est tout à fait naturel. Mais ce qu'il faut peut-être se poser la question, c'est que quels sont les défis, comme venait de le dire mon aîné, quels sont les défis que nous avons à relever. Alors ici, moi je voudrais que nous puissions faire la part des choses. Les défis ne sont pas nécessairement à considérer comme des freins, comme à mettre comme des boucs émissaires pour justifier un blocage. Non, pas du tout, parce que les défis ne sont que des mesures pour voir de quoi nous sommes capables. Si nous sommes vraiment capables de nous redresser, de dresser nos fronts et de pouvoir nous lancer vers le développement tant attendu ici chez nous en RDC. Mon frère a parlé d'un élément très important et là je le rejoins quand il a dit tout repose d'abord sur l'homme. Et je suis tout à fait d'accord que le problème c'est l'homme. Mais je voudrais d'emblée mettre un peu mon grand frère dans une assiette un peu plus confortable pour lui dire il n'y a pas de mal à parler dans le bon sens sans vraiment chercher à comme disent les Quinois, à crécher le pouvoir. Donc ça, on ne voit pas vous traiter de ne pas être opposant. Je ne vois pas pourquoi il voudrait en même temps souffler le chaud et le froid. Nous sommes dans une phase finale, comme on venait de le dire. Nous sommes dans une situation où nous avons lancé la nouvelle réforme administrative qui prône la décentralisation à outrance. Je pense que le problème n'est pas de chercher à rejeter la balle sur les autres, mais ici la question c'est comment nous pouvons y arriver, voyez-vous. Donc nous n'allons pas jouer le jeu où nous sommes en train de chercher à montrer que celui-là, c'est lui qui nous a créé tout ça. Non, nous allons nous dire, nous avons déjà la chose, voilà la responsabilité d'un homme politique. Nous y sommes, alors comment nous pouvons gérer cette situation? Je suis d'accord que nous devons d'abord commencer par l'homme. Nous devons construire l'homme. Et cet homme, c'est qui? C'est nous les politiques d'abord. C'est nous les politiques, donc c'est de la responsabilité des politiques. Il y a aujourd'hui les assemblées provinciales qui ont ouvert leurs portes et ils vont bientôt élire des représentants. Mais s'ils vont le faire
s'ils vont moyenner leur vote par l'argent, là, je pense que ça sera très dangereux. Je pense que c'est ici la responsabilité de tous les politiques. Il faudrait que nous puissions choisir en âme et conscience des hommes capables de pouvoir... Dans les pays du tiers-monde, M. Dessay. Non seulement dans le tiers-monde, il ne faudrait pas que vous puissiez remettre tout le mal sur l'Afrique ou sur les pauvres, même en Europe. On le sait, on sait comment les présidents français passent. Nous savons comment la France-Afrique a financé les élections en France et même dans tant de pays. Nous savons comment aux États-Unis il y a eu des blanchissements avec Mobutu. Bon, en fait, écoutez, c'est pas seulement en Afrique, ça se fait partout. Mais ce que je voudrais dire, c'est que une série de contraintes qui pourraient évidemment faire en sorte que cela ne puisse pas en quelque sorte bien aboutir. Non. Si on n'y prend pas garde. Écoutez, de quelles contraintes vous parlez? Il a évoqué tant de contraintes, il a parlé des finances, il a parlé d'une certaine précipitation. Voilà. Premièrement, il n'y a pas de précipitation. Parce que si l'on parle de précipitation, moi je parle plutôt de retard. Parce que c'est depuis 2010 qu'on devait lancer. Et en 2010, lorsqu'on va reformer, plutôt réviser la Constitution, on donnera encore un délai. Mais ce délai a largement dépassé son temps, parce que quand vous allez jusqu'en 2015 aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on parlerait de précipitation. Moi je me dis, il était temps, il était on ne peut plus temps. Alors deuxièmement, vous avez parlé des moyens financiers. Les moyens financiers, c'est une contrainte, pas parce qu'on a eu des découpages, mais c'est une contrainte par rapport, moi je ne l'appelle même pas contrainte, c'est un défi par rapport au développement de la RDC. La RDC n'a pas changé ses limites. La RDC n'a pas grandi parce qu'on a multiplié les provinces. Sinon, moi je croirais que l'on voulait toujours continuer avec cette politique des développements au niveau des pôles. Les pôles qui étaient Lubumbashi, Kinshasa, Goma, Kisangani, voilà, ce qui n'est pas une bonne politique. Moi, je suis d'avis que l'on devrait effectivement penser ces moyens, même avec ou sans découpage, nous avons besoin de ces moyens. Parce que Kamina ne va pas réclamer des infrastructures parce qu'il devient une ville, un chef-lieu de province. Non, Kamina a besoin de son développement parce que nous appartenons à la RDC. Donc il faudrait que nous changions cette politique de penser que les infrastructures doivent venir parce qu'on est maintenant une province. Et ces infrastructures sont aussi de très grandes importances. Par exemple, en ce qui concerne l'écoulement des produits agricoles, il faut des routes appropriées. Tout à fait. Aujourd'hui, est-ce que les 4 provinces ont la possibilité d'avoir ces infrastructures? Non, mais il ne faudrait pas parler des 4 provinces. Il faut dire, est-ce que la RDC est capable de mettre sur pied en fait, une politique nationale, une politique pour... Oui, je crois, parce que nous avons vu combien on a dépensé par rapport aux actions, ce qu'on appelait les 5 chantiers, et même la modernité, la révolution de la modernité. Nous avons vu les coûts, nous avons vu les moyens qui sont engagés dans ce sens, nous avons vu aussi la volonté politique. Alors moi je ne vois pas qu'est-ce qui serait difficile à un peuple uni et qui a une bonne volonté. Vous savez que le plus important c'est le vouloir. Qui veut peut, dit-on. Donc je pense que si nous voulons, nous pouvons y arriver. Nous ne devons pas penser, parce qu'il y a aujourd'hui nous n'avons pas des moyens, nous n'allons pas engager des projets. Je pense que, je reviens pour vous dire que la RDC reste la RDC avec tous ses besoins. Ce n'est pas parce qu'il y a 26 provinces que nous avons multiplié les besoins. Les besoins existaient déjà, mais tout simplement, puisque nous sommes carrés, nous pensons seulement qu'il faut développer seulement les grandes villes, c'est comme ça que nous pensons que les villes qui viennent de se créer, nous devons les développer. Mais nous devrions déjà le faire bien avant. Merci. Alors, M. Koufi, M. Dessay évoque l'aspect qui concerne le développement concentré, ne fût-ce que dans les pôles, dans le grand centre urbain. Il pense que c'est juste un problème de vouloir et cela peut marcher, alors que vous évoquez d'autres aspects. Merci bien. D'abord, je voulais dire à M. Dessay que nous ne sommes pas là pour contrarier le positif. Non. C'est-à-dire, lorsque nous relevons des problèmes comme ça, c'est partant d'abord de la gestion de la République, la manière dont le pays a été géré par le régime en place, n'est-ce pas? C'est ce qui nous rend quelque peu sceptiques aujourd'hui, au point où nous nous demandons si, avec les mêmes acteurs pratiquement, puisque lui ne voudra pas l'entendre de cette oreille, les mêmes acteurs, quel que soit ce qui vient d'être fait, sans une dose de bonne volonté, est-ce qu'on arrivera à faire mieux? Voyez-vous même la vie que nous sommes en train de mener dans ce pays. Pratiquement, c'est un problème très sérieux. Je reviendrai toujours sur l'homme lui-même. Vous savez ce qu'a été la gouvernance ici de ce pays pendant longtemps.
depuis que le président Kabila est au pouvoir. Donc, chasser le naturel, il revient au galop. J'y arrive. Je suis en train de... J'y arrive. Chasser le naturel, il revient au galop. Aujourd'hui, la corruption a atteint le summum de la gloire dans ce pays ici. Vous comprenez vous-même. Or, on ne peut en aucun cas développer un grand pays comme le nôtre ici en reposant tous les paramètres sur la corruption pratiquement. Aujourd'hui, ça devient très compliqué. Nous sommes un pays où, observez bien, s'il y a un pays au monde où l'argent se trouve partout, sauf dans les caisses de l'État, c'est la République démocratique du Congo. Donc le partage équitable des richesses, ce partage-là n'arrive pas à s'opérer comme il se doit. On n'arrive pas à partager, à redistribuer ces richesses à tout le monde. Ce n'est pas ce que nous venons de faire aujourd'hui, le démembrement ici, qui constitue finalement la clé de voûte pour que nous puissions dire aujourd'hui que ça y est, maintenant, les choses vont devoir rouler comme sur des roulettes, vont devoir marcher comme sur des roulettes. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? C'est ce que je reviens maintenant à votre question pratiquement. Lui m'a parlé d'abord de l'homme. Hein, de l'homme, disons, je parlais de l'homme, lui aussi a essayé il m'a rejoint pratiquement. Là, je vais marteler une fois de plus. Il a parlé quelque part des gens qui doivent animer les assemblées, tout ça ne doivent pas, puisqu'il a cité le mot corruption aussi, ne doivent pas procéder à la corruption, tout ça, sinon, tout risque de se renverser comme un château de cartes. C'est vrai ce que Dieu s'est dit. Là, nous devons jouer serré surtout de ces côtés-là. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, la CENI va maintenant des reports en report. Des reports. Le report est devenu maintenant une valeur chez nous ici. Le calendrier n'est pas respecté, il est violé à longueur de journée. Vous savez, dans l'entretemps, ça profite à qui? C'est là que nous disons toujours que la CENI a toujours été inféodée. Une petite parenthèse, cela peut constituer un glissement. Tout à fait, tout à fait. C'est là qu'on nous amène. Comment? Les Toïbo, le Méli-Mélo que nous sommes en train de vivre ici, ce sont des histoires très bien préparées seulement pour distraire la population afin d'amener les gens vers le glissement. Même le fameux dialogue qui était tant attendu. On va revenir sur le dialogue. On va y arriver, bien sûr, mais c'est très important. Je crois que le problème est très sérieux. On fait tout ce qui est maintenant possible pour en arriver à ce glissement-là. C'est ce qui explique. La CENI aussi, en tant que bras séculier c'est pas moi, du régime, est en train de cautionner tout cela. C'est indépendante, M. Kouchou. Je vous dis que cette institution n'a jamais été indépendante. J'ai même mon petit doigt à couper. C'est une institution qui n'a jamais été indépendante. Du moins, s'il faut nous en tenir à la formule actuelle avec ses animateurs. Ça n'a jamais été indépendant. On referme rapidement, on referme la parenthèse. C'est que nous sommes en train de vivre ici. Rapport à rapport. Je vais vous donner un exemple. Les gens, bon nombre de gens de la majorité, qui sont des candidats potentiels au poste de gouverneur dans beaucoup de provinces ici de Mambré, ne se sont pas présentés. Vous connaissez, il y a beaucoup d'ambition, mais ils ne se sont pas présentés. Et ils savaient d'avance qu'on va arriver à proroger cette période. Et qui souffle cela? Et comme si cela ne se faisait, vous avez vu vous-même, quelques temps après seulement, effectivement, on est arrivé à la prolongation, comme cela est devenu une coutume. C'est-à-dire quoi? Il y a des cartes qu'on est en train de cacher. Le jeu est déjà fait à l'avance. On sait déjà. Et même, le démembrement, vous le classez aussi parmi les... Je vais d'abord citer par là. Je vais vous dire ceci, José. Vous savez, Dieu nous parle de tous ces gens qui vont en province et tout ça maintenant pour aller représenter, pour aller siéger dans le Parlement, maintenant dans les assemblées. Ces gens-là, nous avons la majorité, avec l'exemple que je venais de vous donner dans mon introduction. La majorité partout était constituée des gens... disons, les différentes assemblées étaient constituées de la majorité. Mais avec ça, ce sont les mêmes personnes maintenant qui vont élire les gouverneurs de province. À ce moment-là, rien ne va changer. C'est la même gouvernance, mon cher. C'est la même gouvernance. C'est-à-dire, on n'a fait que décentraliser aussi les esprits destructeurs dans ce pays. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour arriver à un démembrement réussi? On est en train de nous prendre avec C'est ainsi que vous voyez, en tout ceci, ce qu'il faut c'est quoi? C'est de respecter la voix de la majorité. La majorité, le peuple qui estime qu'il faut renvoyer toutes ces élections-là. Donc, nous commençons par nous atteler d'abord à ce qui est fondamental. C'est l'élection présidentielle en 2016. Et aussitôt après, en 2016, là, on voit maintenant comment placer, comment implanter les différentes assemblées provinciales. Vous voulez dire que l'élection présidentielle est très importante que les autres élections par rapport aux besoins prioritaires de Congolais? Toutes les élections se valent. Ça, je dois vous dire. Toutes les élections se valent. Mais, à la ligne où vont les choses,
compte tenu de nos réalités, je crois qu'il faut commencer d'abord par là. Pour estimer faire des choses comme il se doit, pour un régime où la corruption, je le dis encore une fois de plus, est devenue le mode de gouvernance, et je pense qu'il serait mieux d'abord de procéder à cela. Puisque mine de rien, José, je suis en train de chuter, moi sur ce plan, je dois vous dire que le gros du boulot, le grand problème aujourd'hui, malgré tout ce que nous sommes en train de faire comme discussion, comme entrevue, le grand problème réside au niveau de l'alternance au pouvoir. C'est tout. Si aujourd'hui les choses se définissaient du côté d'alternance au pouvoir... Mais vous appelez l'alternance alors que le peuple congolais, par exemple, la base, veut une gestion à la base, évidemment. Tout à fait. On n'en disconvient pas, mais la gestion à la base, vous allez la faire comment, mon frère? Vous allez la faire avec les mêmes individus ici qui ont échoué pendant longtemps. Hein? Les mêmes personnalités ici, qui utilisent maintenant la corruption et tout ça. La mentalité même est gangrénée. Vous voyez vous-même au Parlement tout ce qui s'est fait, par exemple à Kinshasa. Aujourd'hui, même des motions sont monnayées. On va revenir à vous. Partout, là même à l'Assemblée. On va revenir. Alors, M. Dessé, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait, s'il vous plaît, qu'il y ait un démembrement réussi? Et je vous donne également l'opportunité de réagir par rapport aux propos tenus par votre débatteur. Non, je ne saurais pas revenir sur des propos qui ne concernent pas le sujet. Je préfère bien qu'on ne puisse pas s'évader dans des considérations beaucoup plus multiples au risque de perdre la population. Nous en reviendrons lorsque le moment sera venu. Mais par rapport au démembrement, je pense que le travail a été fait. Ce qui reste à faire, c'est que nous puissions, comme le conseil de mon grand frère, c'est que nous puissions être responsables. Et la responsabilité, c'est de tous les Congolais. Je pense que le peuple doit commencer par s'approprier cette démocratie, par s'approprier cette réforme. Nous devons arrêter de regarder les autres faire des acteurs et nous autres être comme dans un match de foot de Mazembe, dans un stade en train de regarder les grands joueurs de Mazembe en train de jouer. Non, je pense que ce que nous devons plutôt faire, c'est de rentrer tous sur le terrain et nous mouiller les maillots pour que nous puissions amener la RDC là où elle doit être. Donc il est tout à fait inconvenable que nous puissions parler de la RDC comme si nous étions à l'extérieur. C'est vrai qu'il y a un corps qui gère le pays, c'est vrai qu'il y a une majorité qui est en train de gérer, mais la responsabilité retombe sur tout le monde. Quand l'on parle de monnayer l'émotion, vous savez ceux qui monnaient l'émotion, ils ne sont pas de la majorité, donc il ne faudrait pas que l'on puisse rejeter les opposants congolais. Voilà, vous venez de le dire et vous connaissez très bien, vous en savez quelque chose. Vous en savez quelque chose. Vous dites que c'est pas la majorité, ça veut dire que ça doit être... Vous en savez très bien, vous savez très bien comment ça se passe à Kinshasa et comment les opposants roulent carrosse plus même que les gens de la majorité. On ne sait pas très bien comment ils sont en train de... je vois mon frère acheter une très belle cravate pour la mienne, voyez-vous. Alors, je voudrais tout simplement dire, je ne le soupçonne pas, hein, ne vous en faites pas. Je voudrais tout simplement dire que le problème de la mentalité concerne tout Congolais. Alors moi je ne voudrais pas essayer de jouer aux stigmatisations, je voudrais nous dire à nous tous politiques, parce qu'il y a des politiciens véreux tant dans la majorité comme dans l'opposition, et je pense que tous nous devons changer. Le chef de l'État nous a appelés au changement de mentalité, au changement de notre façon de faire la démocratie. Là c'est le premier élément que je pense. Le deuxième élément c'est que nous devons, nous Congolais, nous être capables de nous regarder en face et de nous parler. C'est pour ça que moi je pense que pour la réussite de toutes nos politiques que nous sommes en train de mettre en place, nous sommes une démocratie qui se construit. Nous sommes en train de tâtonner. Et vous savez très bien que c'est très important que nous puissions dialoguer, que nous puissions échanger, que nous puissions nous donner des vues. Nous devons arrêter avec cette opposition qui était là, comme me disait un monsieur sur votre plateau, que nous sommes là pour vous mettre des pots de bananes afin que vous puissiez glisser et tomber. Moi je pense que ça c'est une erreur. Il glisse, il tombe. Ça dépend parce qu'il y a des sports de glisseurs, voyez-vous, donc il y a des gens qui ont appris à glisser et ils ne tombent pas. Donc ça, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire en dehors de l'aspect mentalité de l'homme, par exemple, pour redéfinir une politique nationale qui puisse permettre aux nouvelles provinces de se développer, de s'adapter au changement de développement de ce pays? Mon frère venait de parler tout à l'heure de la décentralisation. Mais il est temps que nous puissions aller dans l'application de la Constitution dans toute sa rigueur. Il est temps que nous puissions appliquer réellement la décentralisation comme la Constitution le prévoit. Parce que l'article 2, nous venons de l'accomplir. Il faudra maintenant que nous attaquions les autres articles. Voyez-vous? Donc nous devrions y aller. Et moi je pense
que Kinshasa doit aussi apprendre à relâcher un tout petit peu pour permettre à ce que ces provinces qui démarrent puissent se retrouver. Quand la Constitution consacre la retenue à la source des 40%, je pense que c'est le moment de pouvoir l'appliquer. Donc il faudra que nous puissions aller... J'ai bien dit tout à l'heure que c'est un problème de volonté. Donc il est très important qu'aujourd'hui, que la majorité comme l'opposition, nous puissions parler. Il y a des choses que nous devons nous dire, il y a des choses que nous devons corriger, et je pense que c'est très important. Majorité et opposition doivent se parler. C'est déjà la deuxième partie qui concerne le dialogue avec notamment les dernières considérations qui avaient été faites par Martin Kobler lorsqu'il séjournait à Lubumbashi. Évidemment, en dehors même du dialogue, Kobler a dit que les Nations Unies tiennent au respect du calendrier électoral. Un avis qui ne laisse pas l'unanimité de certains acteurs politiques qui pensent que la MONUSCO, mieux la personne de Martin Kobler, va au-delà de ses limites. Êtes-vous de l'avis? Non, je ne voudrais pas m'inscrire sur cette lignée-là. Non, je ne pense pas. Nos amis sont des vrais partenaires. La MONUSCO est là. Pendant combien de temps? Si vous faites bien les calculs. 15 ans pratiquement. 15 ans pratiquement. Voilà. Pendant les 15 ans, mon frère, quelqu'un qui vous assiste, quelqu'un qui est venu ensemble avec vous, vous avez réussi quand même à gagner certains paris et endiguer différents assauts pratiquement qui mettaient le gouvernement en péril. Hein? Mais je crois que c'est toujours mieux que ces gens-là puissent mettre aussi leur point de vue. En tant que partenaire, la MONUSCO, c'est la mission la plus chère, pratiquement, au monde. Au monde. Et qui ne profite pas qu'aux Congolais. C'est pas pour nos beaux yeux qui sont là. Tout à fait. Vous pouvez toujours avoir raison. Hein. Vous pouvez toujours avoir raison d'une part aussi. Je n'en disconviens pas, parce que j'ai toujours décrié aussi cet aspect des choses. Non seulement que c'est la mission la plus... Et sur le plan taille aussi, pratiquement, d'abord sur le plan financier, donc ils ont un grand budget, un budget vraiment colossal. Sur le plan taille aussi, nous venons de le dire, n'en parlons même pas. Et aujourd'hui, Kobler, je pense qu'il a tout intérêt, en tant que partenaire, tout intérêt aussi à émettre un point de vue dans ce sens. Pourquoi? Puisque, imaginez-vous, puisque nous sommes en train de demander à la MONUSCO de plier bagages et de commencer déjà le processus de retrait. Vous comprenez? C'est bien beau de le dire. Pourquoi? Puisque notre armée semble un peu faire montre de certaines performances aujourd'hui. Mais la difficulté reste encore là. Lui-même a parlé dans son discours que j'ai eu à lire de difficultés qu'on connaît encore, d'achoppements qu'on connaît encore, surtout ici au Katanga. Il faisait allusion au Katanga. Quand il venait d'arriver, il a trouvé, puisqu'il a 2 ans maintenant dans ce pays, il a trouvé au moins 50... Non, c'était combien là? 500 000 déplacés, 50 quelque chose. Non, il a parlé de 50 000. 50 000 déplacés. Déplacés. Mais aujourd'hui... Des déplacés internes. Déplacés tout à fait internes. Et aujourd'hui, on en est à 500. À 500. Il a dit oui, il a parlé. Donc 10 fois plus, si vous voulez. C'est pour dire que les lanternes sont encore au rouge. La situation ne s'est pas encore totalement améliorée, contrairement à ce que nous pensons. C'est ainsi qu'il a plaidé, il a fait un plaidoyer en faveur du redéploiement des autres troupes ici, au lieu de les amener en dehors du pays ou bien de se retirer, qu'on puisse le déployer partout là où il y a encore des postes de résistance. Et c'est ainsi qu'on pourra réaliser un travail maintenant rapide et y mettre un terme. Donc, la MONUSCO en soi, je donne raison à Martin Kobler. Pourquoi? Puisque tout ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'on disait, mon frère. On est évasif. Au lieu d'aller tout droit, au lieu de rouler pour l'alternance au pouvoir, mais on crée des situations telles que on veut absolument aller vers le glissement. Même le fameux dialogue dont on parle, hein, c'est une façon tout simplement d'amener l'opposition pour que l'opposition puisse cautionner aussi. Vous avez vous-même le dialogue tarde à venir aujourd'hui, simplement puisque l'opposition qui devait être utilisée comme béquille pour cautionner cela, ce glissement-là, a finalement refusé de le faire. C'est ainsi que les choses maintenant semblent un peu... Vous n'allez pas directement tout de suite dire que l'opposition a refusé, l'opposition pose certaines conditions. Non, écoutez, du moins jusqu'aujourd'hui, puisqu'on ne sait pas ce que nous réserve parce l'avenir. Que même l'UDPS, s'il faut prendre le cas de l'UDPS exige une médiation neutre. S'il y a médiation neutre, donc le dialogue aura lieu. Tout à fait, aussi longtemps que c'est... Puisque le dialogue ici, José, était revendiqué par l'opposition bien avant. Et là, on devait traiter beaucoup de points et le chemin devait être balisé. Pourquoi on ne l'avait pas fait à temps?
et qu'on doit le faire maintenant précipitamment. Vous insinuez quoi? D'accord, Ce on retard accepte... dans la convocation du dialogue, vous insinuez quoi exactement? Dans la convocation du dialogue, je suis en train d'insinuer quelque chose, n'est-ce pas? C'est ce que je disais ici, c'est-à-dire, lorsque l'opposition mord à l'hameçon, pratiquement, on y va, et certainement, nous connaissons bien la mentalité des Congolais, on va déboucher sur un gouvernement de transition. À ce moment-là, on consacre directement le glissement que nous sommes en train de Comment déplorer. parler d'une transition alors que le dialogue n'est même pas encore eu, M. Kofi? Non, mon cher, vous savez, même ce que nous sommes en train de parler devant le micro ici, mais lorsque notre ami l'a dit ici, on venait de Kinshasa, mais ce qui se raconte aussi dans l'homme, que nous sommes en train de mettre des fois, où on se réserve même de mettre ça à la population, dans l'informel, il y a toujours des choses qui se racontent. Vous comprenez? L'on vous dira que non, il y a ceci, lorsque par exemple, un des partis, les plus grands partis a accepté, c'est puisque, et tout ça, on voulait léguer le pouvoir à tel office, des concessions, Hein? Donc, le problème qui est là, je crois que le dialogue, c'est pas mal, puisque sans esprit de dialogue, les énergies se perdent. C'est ainsi que nous sommes pour le dialogue, on peut toujours dialoguer. Mais je rejoins moi la position de certains partis de l'opposition, notamment lui, le MLC. L'UNC, le MLC. Voilà. Ces gens-là estiment que non, s'il faut aller au dialogue, c'est juste parler, baliser le chemin électoral. C'est tout. Ça veut dire alors, des questions de l'autre côté, techniques, on peut parler de tous les problèmes à la fois, même les problèmes qui sont à jeter pratiquement du côté de la majorité qui détenait le pouvoir. Ils avaient tout le temps de résoudre Merci, d'autres M. problèmes. Kofi. Alors, M. Jesse, vous avez sur votre co-débatteur, finalement le dialogue tarde à venir. Comment vous voyez ce retard dans la convocation du dialogue politique? D'abord, je retiens que toute l'opposition estime que le dialogue est bon. Et M. Kofi venait de le dire, que le dialogue, l'esprit du dialogue est bon. Ça, c'est le premier élément que nous devons retenir. Mais je ne suis pas d'accord quand il dit que le dialogue doit se consacrer seulement sur des questions électorales. Vous savez, la République est plus chère, plus importante que toutes les considérations des hommes politiques. Nous ne devons pas penser la République seulement pour des choses qui nous intéressent, c'est-à-dire les élections pour que j'accède à un poste. Autre de là que je m'y mette. Voilà la stratégie de certains politiques de l'opposition et je ne pense pas que mon grand frère Kofi va tomber dans ce piège-là. Moi, je voudrais plutôt que nous puissions nous dire, nous allons dans ce dialogue pour discuter la RDC. Et s'il y a des questions qui tiennent la RDC, s'il y a des questions importantes, on ne peut pas les reporter. Comment voudriez-vous que nous puissions reporter les questions importantes de la RDC seulement parce que nous ne voulons pas de la tête d'un individu? Je pense qu'on doit arrêter par rapport à tout. Moi, je ne voudrais pas que nous puissions renfermer le dialogue sur un seul point. Je voudrais dire que c'est un endroit où les Congolais se parlent. Je ne voudrais pas que nous puissions réduire la RDC sur des individus. Sur M. Kabila, ou sur M. Tshisekedi, ou encore sur M. Kamere, ou M. Kofi qui est là. Non, je voudrais que la RDC puisse d'abord s'occuper de ses enfants. Voyez-vous, il y a aujourd'hui des questions beaucoup plus importantes que nous devons traiter. Nous devons aller aux élections. Nous irons aux élections, mais quel type d'élections? Nous voulons des élections apaisées. On est en train de craindre ce qu'on appelle glissement. Je pense que ce n'est pas le temps de tergiverser. Monsieur le journaliste, Monsieur Kofi sait très bien que nous n'aurons pas des élections en 2016 en date prévue. Il le sait très bien. Monsieur Kobler le sait aussi très bien que nous n'aurons pas des élections en cette date-là. Vous savez, ce sont des mots. Ce sont des mots que l'on prononce. D'abord, je ne voudrais pas trop discuter sur des propos des fonctionnaires occidentaux. J'ai constaté une chose, c'est que les politiques congolais, surtout ceux de l'opposition et certains de la majorité, ils sont comme des caisses de résonance de la pensée occidentale. C'est seulement quand un fonctionnaire occidental, même des petits fonctionnaires, lorsqu'il donne son avis, écoutez, partenaires ne signifie pas qu'ils vont nous remplacer, monsieur. Nous sommes souverains, nous sommes indépendants. Nous ne devons pas vendre notre souveraineté aussi moins cher que ça. 2016, à la date prévue, il n'y aura pas. Moi, je ne pense pas que ça soit possible. Je ne pense pas, et je ne pense pas seul. Même l'UDPS est conscient que l'on ne peut pas. Vous devez quand même respecter certaines personnalités. Quand vous parlez de l'opposition, nous ne devons pas quand même aujourd'hui parler de l'opposition sans voir M. Tshisekedi quand même.
Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que ceux qui sont en train d'essayer de grappiller par-ci par-là la popularité à Kinshasa au détriment de quelques membres de l'UDPS. Non, je ne jette pas des fleurs, je ne suis pas un flatteur. Je ne suis pas un flatteur. Vous me connaissez très bien. Vous me connaissez très bien. Je ne suis pas un flatteur, mais je constate que M. Tshisekedi a au moins cette fois-ci réfléchi comme un grand. Et seulement, je ne suis pas d'accord avec lui quand il veut brader notre indépendance, notre souveraineté. Moi, je pense que des Congolais peuvent se parler. Et ça, c'est très important. Nous avons vu les Congolais se parler à la conférence nationale. Sous l'égide de la communauté internationale. À la conférence nationale, c'était pas sous l'égide de la communauté. Non, j'ai dit, Tshisekedi ici, il tient ça. Oui, mais moi je pense que c'est là l'erreur. C'est là l'erreur. Parce que moi je pense que les Congolais sont assez matures. À 55 ans, on doit arrêter d'inviter Massiré chez nous, on doit éviter d'inviter Moustapha Niasse ou d'inviter Ouad qui viendra nous insulter. Je pense que nous devons être matures et être, en Swahili nous disons Muntuniaya. Nous ne devons pas continuer à aller comme des petits enfants quémander un monsieur qui viendra nous gérer parce que nous sommes incapables de nous parler. Je pense que nous sommes capables et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes politiques de la majorité comme de l'opposition qui pensent comme moi. Mais qui ne se font pas confiance mutuellement. C'est ça le problème. Mais vous savez que la confiance, on ne va pas se vendre ça. La confiance ne se donne pas. Ça se mérite. Nous allons discuter. Et puis, en politique, ne vous imaginez pas des trucs. Ne pensez pas que quand on a parlé, et puis c'est fini, on a confiance. Vous savez ce qui s'est passé en Libye. Vous pensez que les Français ont fait confiance les Libyens ont fait confiance aux Français. Et puis finalement, qu'est-ce que Kadhafi a reçu? Vous savez très bien comment ça s'est passé, c'est la politique. Donc moi je pense que nous devons nous parler. Nous sommes en politique, nous devons être capables de nous parler. Et les hommes, vous savez, vous pensez bien que les gens qui viendront de l'extérieur viendront mieux faire de la politique chez nous que nous-mêmes. Ils ne viendront pas pour nous. On a parlé de la MONUSCO qu'on a essayé de vanter. Je suis désolé, mais je reconnais le travail que la MONUSCO a fait. Mais nous ne devons pas quand même exagérer. Nous ne devons pas nous dire que si ça nous a coûté, tout ce que ça a coûté, c'est pour l'intérêt des Congolais. Vous savez combien coûte un fonctionnaire, plutôt un agent à la MONUSCO, congolais et un expatrié? Vous savez la différence? Voyez-vous, tout l'argent revient chez eux. Parce que c'est ce que Mobutu dirait un jour à la conférence des Nations Unies. Il dira que les coopérants belges ils viennent avec 100% d'argent et puis après ils récupèrent 97% et le Congolais reste avec 3%. Vous voulez que nous puissions applaudir pour cela? Je pense que non. Aujourd'hui, si la MONUSCO nous dit... Oui, je vais chuter pour dire que si M. Coldplay nous dit ou il avoue qu'il a été incapable de bloquer ou plutôt d'améliorer la situation à l'Est et qu'il veut justifier leur présence en RDC par rapport à ça. Et si M. Kofi le soutient, je suis désolé. Non, la MONUSCO est ici depuis 15 ans. Excusez-moi, M. je veux préciser. Permettez parce que M. Kofi a évoqué ça et il a donné raison. La MONUSCO va se retirer. Ils doivent partir et ça c'est très important. Ils vont se retirer définitivement lorsqu'il y aura rétablissement total de l'autorité de l'État. Mais ils s'arrangent pour que l'on ne rétablisse pas. Effectivement, c'est ça parce qu'ils veulent rester. Voyez-vous, je vais vous dire une chose. Vous venez de dire qu'il y avait 5 000, plutôt 50 000 il y a quelques années, déplacés, aujourd'hui 500 000. Mais la MONUSCO était où? Vous ne trouvez pas anormal que du moment où il y avait trop de chaleur sur le terrain de combat, il y avait moins de déplacés que maintenant où il n'y a plus d'accalmie? Vous ne trouvez pas que cela est suspect? Vous ne pensez pas que la MONUSCO joue le jeu de l'ennemi? Comment voudriez-vous comprendre, lorsque le gouvernement est en train de traquer le mouvement FDLR en son temps, que la MONUSCO s'interpose? Comment voudriez-vous comprendre, lorsque le gouvernement est en train de prendre le dessus, que la MONUSCO se retire de l'action pendant que nous devons aller chasser pour des raisons fallacieuses? Voyez-vous que la MONUSCO... Je pense que je préfère que il dit qu'il est prêt pour offrir le bon office à la Est-ce que vous pouvez parler du dialogue sans parler de ce monsieur? Parce que je parlais de lui, vous m'avez demandé de parler du dialogue. Est-ce qu'on peut parler des Congolais? Parce qu'il veut bien sûr offrir les autres. Est-ce qu'il n'y a pas des Congolais qui ont donné des avis? Est-ce qu'il n'y a pas des Congolais qui ont donné leurs avis? J'ai entendu beaucoup de Congolais parler. J'ai entendu beaucoup de Congolais donner leurs avis. J'ai entendu monsieur... Qu'est-ce qui vous fait mal? C'est lorsqu'on parle de Nations Unies? Parce que pour les Nations Unies... Non, ce qui me fait mal, c'est que l'on donne plus d'importance à ce que disent les fonctionnaires des occidentaux que ce que les Congolais pensent de leur partenaires. Non, mais les partenaires, je viens de le dire, les partenaires, ils n'ont pas le droit comme les fils de la maison. Lumumba disait, et ça c'est très important, je pense qu'il remue dans sa tombe en ce moment que je parle. Lumumba disait que l'histoire du Congo devra s'écrire par des Congolais. Donc nous devons arrêter de laisser ces gens-là venir nous apprendre à écrire notre histoire. Nous devons écrire notre histoire. Même si nous l'écrivons avec des fautes d'orthographe, Monsieur Kofi, acceptons de l'écrire quand même.
Allez-y, votre réaction, M. Bouffier. Moi, je pense que aujourd'hui, Diessé, avec sa famille politique, ont tendance, le même discours pratiquement, ont tendance à diaboliser la MONUSCO. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est que vous dites non, j'ai pas diabolisé. J'ai pas diabolisé. J'ai dit des vérités. Ici. Quand on dit que pendant tout ce temps ici, on ne reconnaît plus, ça relève tout simplement de l'ingratitude. Non, la pas du MONUSCO tout. a beaucoup fait. Oui. Je crois que même votre J'en hiérarchie... suis conscient. Et je l'ai reconnu. Mais n'exagérons pas. D'accord. C'est Je crois que la MONUSCO aujourd'hui est tout simplement, semble être diabolisée dans une certaine mesure. Pourquoi? Puisque on a touché à la corde sensible, à savoir les problèmes liés aux élections. Qui dit élection voit déjà l'alternance. Qui dit respect de la période, de la Constitution. Donc nous sommes dans le méandre de 2016. Surtout avec, C'est ce qui fait mal. avec les Nations Unies qui tiennent le respect du calendrier électoral. Tout à fait. Les Nations Unies veulent s'investir, au moins pour qu'on ait des élections, pas des élections truquées, mais au moins des élections où au moins chacun de nous pourra dire, en fin de compte, que nous, en tout cas, ça s'est quand même bien passé, puisqu'il n'y a jamais eu d'élection vraiment parfaite. C'est partout dans le monde, il n'y aura jamais d'élection. Voilà. Donc, c'est ça. Dire aujourd'hui que non, la MONUSCO, le discours de... Donc, moi, j'appuie le discours de nos partenaires aujourd'hui. Pourquoi? Simplement puisque si aujourd'hui, on ne le fait pas, il y aura encore beaucoup... Il y a l'anarchie, la zizanie, la cacophonie qui va s'installer dans le pays. Nous serons le premier à pouvoir solliciter encore le concours de cette force internationale. Ça, je vous dis, Dieu se doit pratiquement mettre ça dans sa tête. Qu'une fois qu'on n'arrive pas à faire cela, on va toujours recourir à ces mêmes personnes. C'est une mission pratiquement qui doit aller un peu partout au monde. Pas seulement être, on ne doit pas aimer la foi, de guerre et pour rester davantage chez nous. Bon, voilà, c'est ce que vous voulez. Quand vous dites que la MONUSCO est en train de... Nous savons ce qu'on a fait. Nous savons ce que la communauté internationale... Entendons-nous très bien, n'est-ce pas? Moi-même qui vous parle ici, j'évolue dans ces méandres-là comme un agent du ministère des Affaires étrangères en détachement, n'est-ce pas? Après la MONUSCO. Donc, je vous dis sincèrement que la MONUSCO a beaucoup fait pour le pays. Ça, nous devons avoir ça en tête. Mais le diaboliser puisqu'il y a ces choses. Non, il y a des cas isolés. Il y a des cas isolés, c'est tout à fait normal. C'est même dans nos familles aussi, il y a des cas comme ça où vous trouvez un enfant peut-être avide des richesses et tout ça, puisque tous ceux qui viennent là-bas, ils ont d'abord leur famille respective. Alors déjà comme ça, on le remarque même dans notre armée où les gens, au lieu d'être disciplinés, de prouver qu'on est réellement sous le drapeau, mais on va à la côte. Aujourd'hui, il y a des procès un peu partout. Des Congolais, des gens, disons des militaires, des généraux, etc., qui vont à l'encontre même de ce que dit des dispositions constitutionnelles de la République, qui violent, qui font n'importe quoi. M. Bouffi, M. Dess a évoqué tout à l'heure le fait que tout calcul fait en 2016, alors on a prévu, il n'y aura pas élection. Et c'est évidemment l'importance que doit revêtir le dialogue. Il va le faire. C'est l'importance même du dialogue qui doit parler, par exemple, de dates qui doivent être prévues, si les participants, par exemple, le dialogue précise ou avance l'idée selon laquelle il faut aller dans un gouvernement de transition, un gouvernement qui doit baliser le chemin pour l'organisation d'une véritable élection que les Congolais réclament. Est-ce que cela est une mauvaise chose? C'est une phrase trop forte, je dois vous dire. Au moment où nous attendons les élections de 2016, Diess est en train de nous dire, de nous faire voir que ça sera pratiquement impossible. Alors le jeu est joué. Suivez-moi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je peux dire, sans crainte d'être contredit, sur base de ces déclarations-là, que leur coup est finalement joué. Donc, leurs cartes, finalement, sont atteintes aujourd'hui. Puisque c'est là qui nous a mené tout ce temps. Tout ce que nous sommes en train de vivre comme amalgame aujourd'hui, monsieur le journaliste. Sachez que l'opposition avait déjà à l'époque, il y a longtemps, demandé, dialogue, ceci, pour qu'on puisse arriver à planir le chemin, afin d'offrir à la population des élections dignes de ce nom. Mais aujourd'hui, vous voyez ce qu'il est en train de dire. C'est pourquoi je vous parlais de l'informel, même quand vous vouliez un peu aller à la... contredire ce que je disais. Dans l'informel, il y a des choses qui se racontent. Quand on fait le tour de Kingakati, ceci, tout ça, c'est juste pour ça. C'est une machine machiavélique qui met des stratagèmes juste pour que les élections ne puissent pas avoir lieu. On offre encore
un minimum, un pas de plus au régime actuel, ou je ne sais pas moi, au président Kabila. C'est que nous n'allons pas accepter. Ça, je vous dis, en âme et conscience. Au régime peut-être, la mais pas population ne voudra jamais l'entendre de ce tout. Malgré tout ce qu'on est en train de présenter à la population, on sait que le découpage en catastrophe, tout ça, des histoires comme ça, c'est juste pour essayer. La Constitution le dit, mais quand est-ce qu'on est venu le faire maintenant? C'est pourquoi nous parlons en termes de catastrophe. Donc, le problème, c'est quoi? On veut tout simplement démembrer le pays. C'est en quelque sorte la politique de diviser pour mieux régner. On sait que les provinces, dans leur entièreté, il me sera difficile de me maintenir au pouvoir. D'où il faut offrir maintenant le pouvoir, ça et là, à des petites représentations qui doivent aller tourmater. Vous allez voir même les gens qui seront appelés à... Cette constitution avait été votée par le Congolais. C'est ce que j'ai... On n'arrive pas à mettre sur la même longueur d'onde. Je vous ai dit qu'on n'est pas là pour contrarier le positif. Nous sommes tous d'accord. Peut-être que nous avons été de ceux-là qui ont même voté pour cette constitution. Mais maintenant, je sais, le problème c'est pendant ce timing, pendant ce petit moment-là, on entend beaucoup d'histoires. Tout à fait. Puisqu'il fallait d'abord le faire, peut-être progressivement. Moi, je suivais le mandat du chef de l'État termine. S'il part, vous allez dire qu'il n'a pas respecté la Constitution. Pourquoi ne pas lui permettre de respecter de bout en bout? D'abord, la Constitution, il a violé de bout en bout, comme vous le dites. Lui-même n'a pas su. Quand on parle du 40% retenu à la soudée, ceci. Quand on commence à relever certains articles, on sent que nos amis ont été champions en violation flagrante de la Constitution jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, le problème, fallait-il attendre à la fin maintenant pour le faire en toute précipitation? C'est là que j'ai utilisé le mot à la sauvette. Est-ce qu'il faut le faire? Puisqu'avec ça, c'est le chaos qui s'installe pratiquement. Moi, je veux très mal. Le problème est l'argent, il n'y en a pas. Les infrastructures, il n'y en a pas. Vous allez me dire, Jess, je termine. Oui. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que non, comme j'entends les gens de la majorité dire, écoutez, même sous un manguier, on peut toujours se réunir. Il n'y aura pas de non, mon cher, c'est un peu comme si vous avez deux élèves. Celui qui a terminé dans des conditions confortables, pupitre là, bic, tout ça. Donc il a tout le nécessaire. Et vous prenez un élève là, comme l'élève là, des images que nous voyons à Kapoloé, dans le fin fond, où l'enfant est là, quand la pluie menace, l'enfant doit aller chez lui rapidement. Hein? Il est écrit sur les genoux. Ça fait... Donc un certain déséquilibre. Mon cher ami. Merci. Je crois que rapidement, M. Desservant, nous devons quand même réfléchir. Ça ne fera pas deux députés. Vous serez même complexé devant un député, dans le cas de jumelage par exemple de ville et autres, un député qui vient d'Anvers. Merci bien, merci. Il trouve... Yes. Merci beaucoup. On va revenir à vous pour la conclusion. Je pense que premièrement, je dois le dire que je servirai ma nation, même s'il faudra que je me mette sur une banquette. Je ne serai jamais complexé, je ne l'ai jamais été, donc les moyens, ce n'est pas un problème pour moi. Je voudrais aussi relever un élément ici, quand il dit un élève qui vient d'une école où il n'y avait peut-être pas assez de pupitres, je veux bien que tous les enfants évoluent dans des mêmes conditions, mais cela ne diminue en rien la capacité de cet enfant. Il y a de ces enfants qui ont évolué dans des mauvaises conditions et qui ont été meilleurs que vous qui avez évolué en Europe. Donc, pas des cas exceptionnels. Lorsque nous étions à l'université, allez poser la question à tous le professeur de l'université, ils vous diront que les élèves qui viennent de l'intérieur, dans des très mauvaises conditions, ils sont meilleurs que ceux qui évoluent en ville. Donc ça c'est un cas. Faites les enquêtes et vous verrez. Donc ça c'est pas. Je n'encourage pas que les enfants étudient dans ces conditions-là, parce que moi-même je travaille dans ce domaine-là pour améliorer les conditions de ces enfants-là qui vivent dans des mauvaises conditions. Voilà, je voudrais vous dire une chose. Premièrement, il ne faudrait pas rejeter la balle sur la majorité et dire que nous étions en train de préparer quelque chose. Non, pas du tout. Nous sommes en train de discuter pour préparer l'alternance. Nous allons garder le régime, mais avec une autre personne à la tête. Ça, c'est évident. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne devons pas oublier l'histoire. Nos amis de l'opposition, lorsque nous les avons appelés lors des concertations, ils nous ont raconté tout ce qu'ils nous ont raconté. Un groupe n'a pas participé. Notre frère a dit, pourquoi vous traînez les pas? Parce que certains opposants ne sont pas là. Oui, effectivement, parce que nous voulons un dialogue inclusif. Nous ne pouvons pas y aller avec un petit groupe seulement. Nous voulons bien y aller avec tous les Congolais. Voilà pourquoi nous sommes en train de traîner le pas, parce que nous devons les convaincre. 2016, élection.
un élément important à relever par rapport à 2016, c'est que nos amis ont réclamé un calendrier global et inclusif, plutôt un calendrier global. C'est ce calendrier global qui nous a amené ce budget que nous avons de 1 milliard 145, quelque chose comme ça. Pratiquement 1,5 milliard. Voilà, pratiquement 1,5 milliard. Voyez-vous, c'est ce calendrier que nos amis ont demandé. Donc il ne faudrait pas dire aujourd'hui à la population que c'est seulement parce que nous avions voulu qu'il en soit ainsi. C'est eux qui ont réclamé ce calendrier. C'est eux aujourd'hui qui estiment que ce calendrier ne doit pas être respecté. Et nous disons, venez pour que nous puissions discuter, venez pour que nous puissions nous parler, pour que nous puissions baliser le chemin, afin que nous puissions faire des bonnes élections, des élections qui seront incontestables, parce que nous connaissons bien nos amis. Ils sont capables ou ils sont prêts à accuser les autres de n'importe quoi, comme il venait de le dire tout à l'heure, de ces opposants qui sont incapables de rester dans l'opposition et qui basculent vers la majorité parce qu'ils sont convaincus de l'idéologie de la majorité. Ils pensent que ces opposants... Non, mais c'est lui qui a parlé. C'est lui qui a parlé. Moi, je vous dis non. Moi, je vous dis la vérité, c'est qu'ils se sont mués parce qu'ils ont compris qu'à l'opposition, c'était du tralala. Voilà pourquoi ils ont décidé d'avancer ou d'accompagner la majorité. Donc c'est par sentiment seulement, puisqu'on était qu'au début de la mandature. Mais parce que je parle de l'idéologie. Donc l'idéologie, c'est pas ce qu'on a fait. L'idéologie, c'est la pensée. Donc ils ont compris que la pensée de la majorité était la meilleure. Voilà pourquoi ils ont adhéré. Et je respecte bien les députés. Je ne pense pas que ce sont des petits-enfants qui ont donné 2000 $ pour qu'ils puissent changer de camp. Je voudrais préciser par rapport aux élections que nous avons des grandes étapes à franchir. Nous avons l'enrôlement des jeunes majeurs. C'est plus de 5 millions. Voyez-vous, c'est plus de 5 millions de jeunes que nous devons enrôler. Alors, nous ne devons pas être distraits, ça va nous prendre du temps. Et nous devons y réfléchir ensemble. Nous ne saurons pas le faire avant 2016. La communauté internationale qui est en train de criailler partout, combien d'argent ils ont déjà donné? J'ai vu un émissaire américain passer à Kinshasa pour nous donner 30 millions. Ce n'est pas une obligation. C'est une obligation parce qu'ils ont fait la promesse. Voyez-vous, c'est eux qui nous ont contraints avec une frange de caisses de résonance, de l'opposition qui sont en RDC. Ils nous ont obligés presque à faire un calendrier global, voyez-vous, et ce calendrier global nous coûte cher. Nous ne sommes pas capables de le faire nous-mêmes en si peu de temps. Voilà pourquoi ils devraient aussi contribuer. Et ils ont promis de contribuer, et voyez-vous, ils viennent avec 30 millions, l'autre venait avec 25 millions. Et vous vous imaginez avec ça, comment nous allons réaliser les élections? Nous sommes aujourd'hui devant des contraintes. Et moi, j'assume mes responsabilités. Je ne parle pas au nom de l'ECT, je parle à mon nom personnel en tant que Congolais et analyste politique. Je vous dis qu'il est impossible d'organiser des élections dans si peu de temps. Nous ne saurons pas. Je propose que nous puissions organiser les élections locales et provinciales et qu'après, comme M. Tshisekedi et même tant d'autres Congolais l'estiment, que nous puissions discuter des modalités de l'organisation des élections prochaines. Merci. Alors, votre résumé, M. Rocher. En conclusion, je voulais dire tout simplement que nos amis de la majorité doivent comprendre qu'ils ont y arrivé pendant un temps, au nom du principe, au nom du respect des principes qui gèrent toute nation au monde. Je crois qu'il est tout à fait, il est de bonne loi que nos amis puissent comprendre que non, nous avons fait quelque chose et la continuité administrative oblige, nous devons partir plutôt que de commencer maintenant à gérer la catastrophe, même au point où de tomber dans les ridicules en inaugurant des ouvrages qui ont été inaugurés déjà 2-3 fois. C'est la première fois que nous vivons des spectacles pareils, désolants d'ailleurs, c'est honteux. Je crois que le mieux serait de comprendre que... Suivez-moi. Avez-vous vu l'inauguration? S'il vous plaît. Non, mais il faut dire aux Congolais ce qui est vrai, M. José. Je suis en train de oui, mais vous avez affirmé quelque chose que vous devez confirmer, mon frère. Le problème, c'est que nos amis doivent comprendre que nous avons besoin d'organiser des élections, des belles élections. Exactement, il faut ajouter ça. Et pour les organiser, évidemment, il ne suffit pas seulement d'avoir le régime en place, puisque nous militons pour l'alternance, non, la tête, par exemple, du chef de l'État actuellement, non, je crois qu'il peut nous aider à organiser ces élections au moment voulu, comme la Constitution l'exige, et partir, nous laisser organiser maintenant le pays, tout ce qui s'est fait à un moment donné,
Moi, je lui donne encore tout le temps possible. Il pourra toujours revenir comme candidat. On a vu le président en Afrique. Notre problème, c'est pas revenir, Kabila. n'est-ce pas? Oui, puisque tout ce qui s'est fait ici, même si vous dites que votre problème, ce n'est pas cela. Bien sûr, en soi, Fiona c'est l'a cela. fait. Donc, pratiquement, nous courons derrière cela. Je crois que si on peut nous éclairer sensiblement sur la gestion, si on peut nous éclairer sur l'alternance au pouvoir, le problème ne va pas se poser pratiquement. Donc, j'ai dit, pour terminer, une fois pour toutes, j'ai dit, si nous avons besoin de ces élections-là, mais la majorité doit comprendre à un moment donné que le moment est venu, ils ont épuisé leur mandat, si on peut maintenant permettre de pouvoir aller sur d'autres bases pratiquement. Même si il advenait qu'on ait encore un autre chef de l'État de la majorité, nous allons applaudir au nom de la démocratie. C'est ça ce que nous préparons. Vous comprenez. C'est ce que je voulais. Tenez-le pour dit, au moins. Merci beaucoup et nous allons y arriver. Nous aurons un président de la majorité. Madame, Monsieur, ce magazine sera fait. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Monsieur Jessé d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, M. José. Merci beaucoup à mon grand frère Kofi. Et merci à tous nos téléspectateurs. Merci aussi à M. Kofi d'avoir accepté. Merci beaucoup, José. Grand merci, franchement. J'ai retrouvé la scène il y a longtemps. Voilà. Merci surtout à Jessé qui va accompagner. Jessé que j'ai toujours aimé. Et surtout aussi aux téléspectateurs qui nous suivent ici. Ce magazine passe chaque dimanche à 20h30, la rediffusion chaque lundi à 14h. Bonsoir chez vous. Bonsoir.